10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Brice Sokol. Bonjour Brice, politologue, essayiste. Vous avez publié avec Frédéric Dabi L'écharpe et les tempêtes aux éditions de l'Aube, un livre important et essentiel juste avant les municipales, puisque l'écharpe c'est celle des maires, les tempêtes c'est celle qu'ils affrontent au sens propre et au sens figuré en ce moment. C'est aux éditions de l'Aube. Jérôme Dubu, vous êtes vice-président de France-Israël. Bonjour. Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. Bonjour. Et Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G, communicante politique. On va revenir sur la mort de Quentin à Lyon. Et tout à l'heure, je suis désolée, j'ai dit Raphaël Arnaud. Évidemment, c'est la mort de Quentin à Lyon avec 2 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud mis en cause. Assistants parlementaires dont l'un des 2 était sous pas pseudo, mais avec un nom qui n'était pas le sien. Faudrait essayer de comprendre pourquoi. LFI responsable ou pas, il va falloir que la police enquête. Est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce qu'il y a eu des liens entre la jeune garde sur cette manifestation et puis s'interroger sur ce que faisaient ces 2 assistants parlementaires à Lyon, puisque Raphaël Arnaud est député du Vaucluse. Et puis voilà, beaucoup de sujets. Mais c'est vrai, quand on vous a demandé vos coups de cœur et vos coups de gueule ce matin, vous avez tous eu envie de revenir sur ce sujet, donc 0826 300 300. Vous aussi, si vous avez envie de réagir, est-ce que vous pensez que Raphaël Arnaud doit se mettre en retrait, doit être exclu de LFI? Visiblement, ce n'est absolument pas, en tout cas, ce qui est envisagé par les responsables de LFI. La dignité les étouffe pas. Hein. Non, pas vraiment. On en parlera dans un instant, mais on commence avec Gilles et le zapping. Et oui, alors je vais vous parler. Alors vous savez qu'on a tous des difficultés à finir peut-être pas tous, à finir le mois avec nos impôts, voire à débuter ce mois. Eh bien, un rapport choc nous apprend donc que 13 000 millionnaires ne payent pas d'impôts. Et alors écoutez bien le sujet, parce que ça a été décrypté par le 20h de France 2 hier. Et alors la méthode pour ne pas payer d'impôts pour ces millionnaires, elle est redoutable. Comment des dizaines de milliers de Français, propriétaires de biens immobiliers, yachts, voitures de luxe, pour une valeur supérieure à 1 300 000 €, peuvent ne pas payer d'impôt sur le revenu. Selon ces mêmes documents du fisc, la plupart créent des sociétés, des fameuses holdings. Il y a plusieurs mécanismes parfaitement légaux. Le principal, c'est de créer une société qui détient une grande partie du patrimoine immobilier, qui va toucher les loyers et qui va laisser les loyers dans la société. Donc, la personne physique ne touchant pas de revenus, aucun dividende, rien, ne paiera pas d'impôt sur le revenu. Voilà une des petites astuces. Mais alors évidemment, il y avait eu une passe d'armes, vous vous souvenez, entre le ministre de l'économie et Amélie de Montchalin. Là, c'est directement le ministère de l'économie qui nous informe que 13 000 personnes Laurence, vous voyez réagir, Laurence Saillet. Oui, parce que moi, je suis consternée par le traitement de ce sujet avec tant d'amateurisme. On ne fait plus la différence entre des revenus, des dividendes, des holdings, et le grand message, c'est effectivement... Attendez, je vais peut-être aller jusqu'au bout, si vous permettez. Pourquoi j'irais pas les défendre ? Non mais déjà, moi j'ai pas honte d'être de droite et de défendre les gens qui gagnent de l'argent. Donc déjà premièrement, parce que ce soit politiquement correct. Non mais les impôts sur le revenu, qu'il y ait des gens qui profitent du système et qu'ils doivent être, si vous voulez, sanctionnés, oui. Mais là, avec la manière de traiter les choses, on met tous les gens dans le même sac. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la France est devenue un paradis fiscal. Je voudrais juste dire qu'il y a des personnes qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Je ne parle pas de ceux qui cachent des choses dans des holdings. Si c'est le cas, la France a les moyens d'intervenir. Il n'y a même pas besoin de légiférer. Soit c'est légal, soit ça ne l'est pas. Mais il y a des gens qui ne payent pas d'impôt sur les revenus, mais qui payent des impôts sur plein d'autres choses. C'est-à-dire les dividendes, sur les biens immobiliers, etc. Et on mélange tout. Vous voyez ? Donc, par exemple, un chef d'entreprise qui a des dividendes, il peut ne pas payer d'impôt sur le revenu, mais il va payer ses impôts sur les dividendes. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un peu de rigueur économique sur le traitement de ces sujets. Sinon, on va jeter, si vous voulez, dans le débat, l'idée que la France permettrait aux gens de ne pas payer d'impôts. Si elle était un paradis fiscal, croyez-moi qu'on le saurait. Alors, je vais taper pour voir dans les différents articles. Vous avez l'Humanité. C'est un sacré pavé dans la mare que vient de lancer Bercy. Là. Les fonctionnaires confirment que les très riches ne payent pas d'impôts.
Voilà. Exactement. Vous voyez, donc on en arrive à dire n'importe quoi. Non, mais écoutez, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire que c'est un combat qu'on mène depuis des années et on est dans une espèce d'égalitarisme pseudo-révolutionnaire en France et je trouve qu'on a largement reculé, c'est-à-dire que on a eu ce rapport déjà il y a un certain nombre de mois, le rapport sénatorial disant que les entreprises en France touchaient 210 milliards d'euros d'aide où on mélangeait les choux et les carottes dans cette affaire. Alors finalement, ça a été démenti, etc. Ils sont revenus dessus. Mais c'est la même technique. Ouais. C'est-à-dire qu'on jette l'opprobre sur un certain nombre de gens. Et on est quand même le record, le pays le plus taxé d'Europe, l'un des pays les plus taxés mondialement, parce qu'on est à 57% de prélèvements obligatoires. Alors qu'il y ait un certain nombre de gens qui jouent avec ça et qui échappent. D'abord, moi, j'aimerais bien les connaître à titre particulier, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et deuxièmement, si vous continuez à retaxer, vous allez taxer une fois, deux fois, et puis après, vous ne taxerez plus rien. C'est le principe de la courbe de l'affaire, où le potentiel fiscal, plus vous taxez, plus le potentiel fiscal diminue. Mais ça, on n'en parle jamais. Donc, on est dans cette espèce de pré-révolution, j'ai l'impression, alors de lutte des classes qui s'affirme, et je trouve que il y a 10 ans, on était un peu plus avancé sur le fait que les riches, finalement, apportent quelque chose à ce pays. Voilà, c'est tout. Alors on arrête avec ces espèces de fausses nouvelles. Alors on a Basile qui voulait réagir. Bonjour Basile. Bonjour. Alors, vous avez vu passer cette information, qu'en pensez-vous ? Là, apparemment, c'est uniquement sur le patrimoine immobilier. Si c'était non, c'est sur le revenu aussi et les dividendes. C'est pour ça, vous avez qu'un bout du sujet. Si, sur les revenus. lisez les articles. Non, mais justement, je les ai lus. Mais... Ah bon. Alors, allez-y, on paye les impôts sur les dividendes. Et si c'était sur toute la fortune, le phénomène serait encore plus grand. Moi, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup trop de personnes qui ne paient pas cet impôt, et encore plus de personnes qui sont dans la rue et qui meurent de faim chaque jour. Il y a des jeunes qui sautent des repas, donc je pense que ces gens-là devraient un peu avoir conscience de ça. C'est de l'argent qui ne peut pas être utilisé pour combattre la précarité en France. Enfin, donc, il y a aussi la question de l'utilisation de l'argent public. On est, comme le disait Jérôme Dubu, l'un des pays les plus taxés. Et je reprendrai la phrase où va le pognon, quoi. C'est-à-dire qu'on paye des impôts et on a des services publics qui sont lamentables pour nombre d'entre eux. Alors, c'est sûr qu'il y a des taxes, des impôts qui sont injustes. Par exemple, la TVA qui est payée par tout le monde à égalité. Mais après, tout ce qu'on peut dire comme le pays le plus taxé, c'est pas vraiment le cas. En plus, c'est Si, on est aujourd'hui le pays le plus taxé. Du monde, on est champion du monde des prélèvements obligatoires. Avant tout, des cotisations, il y a du salaire différé, et heureusement que tout ceci provoque une sécurité. Il y a une sécurité pour les gens qui sont, par exemple, au chômage, qui ont cette assurance-là pour la retraite et ce genre de choses. Mais en réalité, il n'y a pas, par exemple, sur les personnes les plus fortunées, elles paient beaucoup moins d'impôts proportionnellement que des personnes beaucoup moins fortunées. Non, mais c'est pas vrai. Alors, peut-être Brice Sokol sur ce sujet. Non, c'est un sujet évidemment en France hyper sensible. On l'a vu pendant la discussion budgétaire sur la fameuse taxe Zuckman. C'est qu'on a toujours tendance un peu dans ce pays à vouloir, comme vous le disiez justement, poursuivre un peu la 1789. Il y a les très riches et les autres. Moi, je suis toujours. Ça ouvre un débat qui est le débat de l'impôt dans ce pays, qui est le débat vous disiez justement à quoi sert aujourd'hui l'argent public. Il y a un vrai sujet. J'en parlerai tout à l'heure dans mon coup de gueule, mais les Français aujourd'hui sont peut-être prêts à payer moins d'impôts et à avoir moins de sécurité. C'est un vrai sujet. Il faudrait qu'un jour on mette sur la table politique le débat sur la fiscalité, sur à quoi servent nos impôts et sur la manière dont les Français voudraient qu'ils soient utilisés. Je pense que c'est ça le vrai débat aujourd'hui. Et arrêter d'avoir des postures purement idéologiques sur cette thématique-là.
Oui, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. J'étais un petit peu étonnée de ce sujet qui semblerait dire qu'il suffit de créer une société pour finalement plus payer d'impôts. Mais enfin, c'est une société, il y a un moment où il va y avoir la dissolution de la société. Alors si vous avez mis des millions et des millions dans une société, là vous allez être rattrapé et payer énormément d'impôts au moment de la dissolution de la société. Donc je pense que tout ça ce sujet ne tient pas complètement la route. D'autant que sur l'affaire des dividendes, il y a quand même la flat tax. Alors, et Macron, c'est à son crédit, parce que ça a permis de faire émerger un certain nombre d'entrepreneurs et d'en faire venir pour des investissements venant de l'étranger. Parce que je rappelle qu'on est quand même le pays où les investissements étrangers sont les plus importants en Europe, contrairement à ce qui est dit matin, midi et soir, avec une fiscalité discriminatoire quand même, donc il faut le faire, c'est-à-dire qu'on est quand même attractif. Mais quand vous êtes soumis à la flat tax, vous payez 30% sur vos dividendes. Donc c'est pas rien, 30%. Je voudrais juste faire parce que l'auditeur parle des jeunes qui font un repas sur 2. Il faut arrêter de plaindre les jeunes. Quand on est à la fac, qu'on a 10 heures de cours par semaine, on peut tout à fait aller travailler. Comme si la jeunesse qui était, moi je suis une boumeuse, on va dire, à notre époque, on bossait pas pendant nos études. Qu'est-ce que c'est cette histoire maintenant? Et j'ai déjà débattu avec des gens de gauche qui me disaient les pauvres étudiants, ils vont pas en plus aller travailler. Eh bien si, les pauvres étudiants, ils peuvent travailler pendant les vacances scolaires, ils peuvent travailler, il y a des jobs partout, donc des jobs simples et accessibles. Moi, j'ai une fille étudiante, elle travaille le week-end, elle travaille les vacances scolaires. Oui, c'est difficile, mais en plus c'est une chance dans la vie de mettre un pied dans l'emploi dorénavant. Donc moi, les repas à 1 euro, plein de les étudiants qui ont tous le dernier iPhone, en nous expliquant qu'en fait, les pauvres, ils n'ont rien, ils ont beaucoup plus de facilité que ce que nous avions ou avaient nos parents et nos grands-parents. Et travailler en plus de ces études, ça n'a jamais tué personne. Qu'ils aillent bosser dans les restos, qu'ils aillent bosser où ils veulent, mais au moins qu'ils gagnent leur vie. Et ils attendent déjà de l'État. Ils n'ont même pas encore commencé qu'on devrait leur donner un revenu pour étudier 10 heures par semaine à la fac. On va. Vous voyez, ça fait débat. Et blanc. Tout petit peu caricatural. On se retrouve dans un instant avec vous et on va évoquer. On va parler de la violence de l'ultra-gauche un petit peu. Non, mais Gilles ne réagit pas. Alors, Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour ces 2 heures d'infos, de débat. Gilles, alors, de quoi va-t-on parler? Alors, on parle beaucoup d'extrême gauche et vous allez en parler dans vos débats à partir de 11h et de sa violence. Alors, hier, il y a eu un sujet choc dans le 20h de TF1, l'histoire d'une bombe artisanale déposée dans le jardin d'un ingénieur nucléaire, évidemment, par les écolos et par l'extrême gauche. Eh ben, vous savez quoi? L'ultra-gauche a revendiqué cette action. La cible, le propriétaire de la maison, un ingénieur de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, visé à plusieurs reprises d'après cette voisine. Je me rappelle qu'ils s'étaient fait cambrioler, taguer la façade aussi. Il y a un moment, ils avaient eu des gardes du corps, des vigiles, parce que c'est vrai que c'est souvent quand même qu'ils ont des soucis. Quelques jours avant la découverte de la bombe, l'action avait été revendiquée sur ce site d'ultra-gauche. Nous avons accédé au jardin de son assez impressionnant terrain, déposé un dispositif explosif à côté de sa cabane de jardin et l'avons mis en action. Photo de l'ingénieur, identité, adresse. Les auteurs dévoilent tout et vont même encore plus loin. Nous aurions préféré nous attaquer à l'abri-bois attenant la maison principale pour de meilleurs dommages. Cependant, nous avons décidé de ne pas le prendre pour cible. Ouais, on aurait pu faire plus mal si on avait voulu, mais finalement non. Et donc ils assument. Ils assument. Ça a été revendiqué par l'ultra-gauche et. Mais quelle ultra-gauche? Parce que c'est assez flou en fait. On ne sait pas qui. Non, mais les Black Blocs dont on parlait beaucoup lors des manifestations sur les retraites, les gilets jaunes, etc., qui bordélisaient les manifestations systématiquement de manière très violente, n'ont pas disparu de la circulation parce qu'on les a pas arrêtés. Ils sont fichés, mais on les a pas arrêtés, donc ils sont dans la nature et parfois ils rejaillissent. Oui, mais là c'est des militants antinucléaires manifestement. Oui, mais est-ce que ça vaut d'aller déposer une bombe? Et quand on est de gauche, on peut tout se permettre. On peut taper sur les flics, on peut aller mettre des bombes. Vous savez, tout est normal parce qu'ils défendent le bien. C'est vraiment caricatural, excusez-moi. Excusez-moi, je dis parce que beaucoup de. Quand on est de gauche, on peut tout se permettre. Mais moi, je considère que je suis juste sincère avec et en accord
avec mes opinions et que je les exprime, me semble-t-il, de manière assez claire. Je fais pas de langue de bois. Oui, ça c'est vrai. Non, mais cette ultra-gauche n'a pas disparu de la circulation. Non, mais quand on est d'extrême gauche, je veux dire, quand on est de gauche, Raphaël Glucksmann s'exprime pas comme ça, par exemple. Enfin, Raphaël Glucksmann, je veux dire, il est quand même associé à la France Insoumise. Non, il n'est pas associé à la France Insoumise. Il l'a été ou pas au moment du NFP? Il l'a été au moment du NFP. Merci, c'était il n'y a pas un siècle. Non, mais là, il a pris très clairement ses distances. Il y a une culture de l'ultra-gauche, voilà, c'est ce qu'on appelle l'écoterrorisme. On les a vus en Allemagne d'Action Directe, dans les années 60, 70. On les a vus en France. Il y a eu l'affaire des bassines. Il y a eu l'affaire des bassines qui a été d'une extrême violence. Il y a toujours eu des attentats, des menaces autour de cette thématique du nucléaire, autour de la thématique de la 69. C'est-à-dire que dès que vous avez un ouvrage d'art qui les contrarie, dès que vous avez un sujet touchant à l'énergie et au nucléaire, dès que vous avez un sujet touchant les agriculteurs, l'ultra-gauche, à l'échelle européenne, et là, il faut le souligner, ce ne sont pas uniquement des gens, des Français. Donc la violence existe à l'ultra-gauche. La violence, elle est consubstantielle à l'ultra-gauche. Consubstantielle. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Italie également dans les années 70, et on le voit aujourd'hui en France depuis une vingtaine d'années. Et on a vu en France avec Action Directe, etc. Oui, c'est ça, ce que je disais à l'époque. Qui liquidait des chefs d'entreprise quand même, il faut se le rappeler. Au nom de l'égalitarisme, ça rejoint notre premier sujet sur les impôts et les taxations, parce que c'est cette logique-là. C'est la logique de destruction. Il y a quand même une idéologie derrière. C'est pas gratuit, cette violence. Il y a une logique de destruction de la société qui fait que tous les coups sont permis, y compris les coups physiques. Hier, avec Valérie, on a parlé de l'illettrisme. Alors attendez, parce qu'on a un appel. On a Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez réagir donc à cette bombe placée dans le jardin d'un ingénieur nucléaire. Bien sûr, mais ça prouve encore une fois que quand M. Mélenchon dit qu'effectivement il n'y a pas de violence chez LFI et les gens de gauche, c'est du mensonge à l'état pur. Que ce soit la Jeune Garde ou tous les autres d'ultra-gauche, ce sont des bras armés de LFI. Donc moi je trouve que c'est indécent de pouvoir cacher sous le tapis des choses qui sont réelles, et quand après ça finit d'exploser, et heureusement cette bombe n'a pas explosé, mais vous imaginez jusqu'où on va finalement jusqu'à faire peur aux gens dans leur domicile. Mais c'est impressionnant. Ça me fait penser à Monsieur Arnaud. Ce qu'il a fait dans le Vaucluse. Voilà. Jusqu'à aller faire peur. Ah oui, d'accord. Vous faites référence à une autre histoire. Oui, jusqu'à aller faire peur à sa concurrente de chez RN, jusqu'à ce qu'elle en déménage finalement et qu'elle arrête la politique. Oui. Oui, c'est ce qu'on a effectivement. On a entendu le témoignage de cette femme qui a raconté comment elle a été menacée. Et là, on peut rejoindre quand même Laurence Saillet, c'est-à-dire que tout ça passe quand même crème, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe. Ah non, mais attendez, vous imaginez si Laurence Saillet avait dit l'ultra-gauche, j'aurais été d'accord avec elle. Mais ils sont associés. Pour les élections, ils se mettent ensemble. Donc moi, je suis désolée. On ne peut pas dire que François Hollande cautionne ce type de choses. Grâce au NFP, mais sur ses affiches, il avait la Jeune Garde. La Jeune Garde existait déjà avant, quand ils se sont associés à LFI. On savait que Raphaël Arnaud était fiché S. On savait qu'il était sous le coup de plusieurs procédures. Donc il y avait quand même des éléments qui pouvait peut-être interroger sur une association avec LFI. Non mais attendez, que toute cette association avec LFI est évidemment une chose absolument catastrophique, même pour l'image de la gauche, à mon avis. Elle se reconstruira pas en alliance avec LFI. On est complètement d'accord là-dessus. Mais ce que je trouve anormal dans ce que vous dites, c'est cette globalisation de l'ensemble de la gauche, comme si tout le monde y était ultra, hyper violent, etc. Ce qui est pas vrai. Pour vous expliquer factuellement. Rappelez-vous concrètement les élections législatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe s'est formé NFP. Donc, François Hollande, ou ceux que vous citez, d'autres, ont été élus grâce à une union avec LFI. Sur cette union était alliée la Jeune Garde. Donc moi, je suis désolée, aujourd'hui, tous ceux du PS, on le retrouvait sur les sites et officiels, contrairement à ce qu'on a pu dire que c'était pas les sites officiels, tous ceux du PS qui nous disent « Oh là là, moi je ne sais pas », Emmanuel Grégoire, sur RTL, a dit « Je ne connaissais pas la Jeune Garde, je l'ai découverte lorsqu'elle a été dissoute. » Alors que le PS, lors de la loi immigration, a signé un communiqué commun
le Parti socialiste avec la jeune garde. Donc nous dire que le PS découvre la jeune garde, c'est du mensonge. Vous allez en reparler dans vos débats. Oui, on va en reparler dans un instant. On a un peu débordé sur votre sujet du débat avec mon thème, Valérie. Alors là, je vais vous parler, on avait parlé de l'illettrisme hier, Valérie. Alors on a connu les photobâtons, vous savez, dans les grands magasins, les gares, où on allait se prendre en photo. Aujourd'hui, on installe des machines à CV. Alors c'est comme un photomaton, vous rentrez dedans, vous répondez à 3-4 questions et votre CV sort. Ça pose 2 problèmes, ce n'est plus les personnes qui font les CV, mais l'IA, alors qu'on devrait faire soi-même son CV et ses motivations. Mais par contre, ça rend utile à ceux qui n'arrivent pas à écrire en français, puisque vous avez un CV par la parole. Alors, reportage de France 3. Je recherche un CDI en mécanique. À l'intérieur de cette cabine, Mathis Badet n'est pas venu réaliser ses photos d'identité, mais améliorer son CV grâce à une intelligence artificielle. Expérience professionnelle. Peux-tu me dire si tu es en poste actuellement? Non. C'est comme un entretien. On parle avec une IA et on explique ces formations qu'on a développées au cours de nos années. Et elle prend en compte et elle essaie de nous formuler un CV. Une dizaine de minutes de questions sur ses compétences, ses expériences et à la sortie, un CV tout neuf avec photo qui satisfait ce demandeur d'emploi. Comment c'est fait, c'est aligné, donc pour moi c'est bien organisé par rapport aux autres CV que je faisais. Ouais. Vous en pensez quoi de ces cabines à CV? Moi, je suis pas contre, à partir du moment où le CV est pas bidouillé, parce que les CV bidouillés, il y en a de plus en plus, donc c'est ça qui me gêne. Ouais. Vous avez jamais bidouillé un CV? Non, jamais. Jamais, j'avais pas eu besoin de le bidouiller. Tant mieux pour moi, voilà. Moi, je trouve ça génial. Sans aucune prétention. Dans le cas, je trouve ça très bien. Non, mais dans le cas présent qui était dans le reportage, c'est-à-dire d'un mécanicien qui sait peut-être pas comment faire, c'est formidable. Ça donne parce qu'il y a une très immense inégalité qui existe dans la recherche d'emploi, selon votre entourage, selon les gens qui peuvent vous aider, les gens qui peuvent vous pistonner. Enfin, ça fait partie de tout ça. Quand vous êtes bien entouré, quelqu'un peut vous aider à faire votre CV, ça sera plus facile de trouver un job. Donc moi, je trouve ça formidable qu'on mette à disposition cet outil qui permet à chacun, de manière simple, de présenter ce qu'il a fait. Et c'est parce qu'on peut se décourager, vous savez. C'est difficile quand vous cherchez un emploi. Si vous avez du mal à remplir votre CV, ça peut vous décourager. Donc je trouve une très belle chose. Ça donne l'accès à tous à la possibilité de dire ce qu'il a fait et de manière factuelle. Vous pouvez être de gauche alors finalement. Brice. Non, mais si ça peut permettre à des personnes qui ont des difficultés pour écrire ou pour s'exprimer en français, de pouvoir obtenir au moins un premier entretien d'embauche, je trouve que c'est plutôt valorisant et intéressant. Après, vous vous souvenez toute la polémique qu'il y avait eu, est-ce qu'on met la photo, est-ce qu'on met pas la photo sur son CV, parce que parfois la photo peut être malheureusement discriminante. Voilà, ça aussi c'est un autre sujet, c'est un sujet extrêmement important pour les recruteurs. Moi, je trouve ça formidable, absolument. Parce qu'on peut avoir de très grandes, effectivement, capacités en matière de mécanique, de plomberie, de tout ce qu'on veut, d'électricité, et puis ne pas savoir rédiger un CV. C'est pas les mêmes compétences, donc qu'on puisse être aidé par l'intelligence artificielle et que ce type de mécanisme soit mis à disposition de tout le monde, je trouve ça formidable. Ouais, alors après, on avait reçu, nous, l'ancien président des DRH qui racontait que eux avaient de plus en plus recours à l'intelligence artificielle pour trier les CV et que de plus en plus de candidats ont recours en prenant des mots-clés dans leur lettre de motivation. Donc ça va devenir très très compliqué aussi pour les recruteurs. Là, je parle de cadres. Mais après, rien ne remplace le contact. Non. Mais la première barrière, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut la passer. Et c'est pas toujours évident. Et un peu plus loin dans le sujet, le journaliste expliquait que ça permettait aussi d'avoir un CV sans faute. Oui. Et ce qui est rare. Mais l'intelligence artificielle, de toute façon, non, mais c'est pas une critique. Je veux dire, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à le corriger, il peut y avoir vraiment des gens en précarité qui sont vraiment dans ces situations. Bien sûr. Mais l'intelligence artificielle, de toute façon, faut bien comprendre que maintenant, elle est là et il faut l'accompagner. Il faut pas en avoir peur. Même avec les jeunes, à 10, 12 ans, ils s'en servent. Donc, au lieu de les empêcher, il faut les accompagner. On pourra pas aller contre de toute façon. Donc, autant savoir s'en servir et bien s'en servir. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire
CV sans faute, mais finalement, est-ce que le CV avec faute ne sera pas valorisé par rapport à un CV très propre? C'est-à-dire que l'imperfection n'est pas de ce monde. On nous fait croire via l'IA que l'homme est parfait. Mais en fait, ce qui fait la beauté du monde, c'est l'imperfection. Et finalement, une faute dans un CV. Par rapport à tous les CV qui vont être utilisés réalisés via l'IA. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ça ne me choque pas personnellement. Moi, non. Mais bon. Moi, ça me choque énormément. L'orthographe, c'est rédhibitoire. Moi aussi, c'est rédhibitoire. L'orthographe est rédhibitoire pour moi. Allez, on se retrouve dans un instant et on vous attend 0826 300 300. On va reparler donc du lynchage de Quentin, de la responsabilité de la jeune garde. 2 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud sont mis en cause. LFI a réaffirmé par la voix de Manuel Bompard que Raphaël Arnaud ne serait pas exclu. On en parle avec vous dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble et on commente l'actualité avec Brice Sokol, politologue, essayiste, co-auteur avec Frédéric Dabi de ce livre, L'écharpe et les tempêtes, paru aux éditions de l'Aube. Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël, Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, et Geneviève Götzinger, communicante politique et présidente de l'agence Image. On va revenir sur la mort, le lynchage plutôt, de Quentin à Lyon. On a donc appris hier que 2 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud étaient mis en cause. En ce moment, des gardes à vue sont toujours en cours. Et les filles seules contre tous. On va en parler avec vous, puisque quand on vous a demandé vos coups de cœur et vos coups de gueule, vous avez tous été sur ce thème-là. Peut-être on va commencer avec vous, Laurent, sur l'hypocrisie de la gauche il y a eu, alors peut-être qu'on peut réécouter François Hollande. Non, pardon, pas François Hollande, je me suis trompée. Emmanuel, ça va pas du tout, moi. Raphaël Glucksmann qui parle de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est fascinant dans la position de Jean-Luc Mélenchon, pour être honnête et direct, c'est que il assume jusqu'au bout ce lien avec ces gens violents. Et donc, non seulement un député de la République... C'est une fuite en avant, c'est quoi? C'est une fuite en avant, c'est une continuité dans la dérive. Ouais, alors ils découvrent tous, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ils découvrent tous le côté violent, le bruit et la fureur. Ça a été théorisé quand même il y a quelques années par Jean-Luc Mélenchon, le fracas, le bruit et la fureur. La jeune garde existe depuis un certain temps. Et oui, donc, la jeune garde existe. Et il a fallu ce drame pour que d'un seul coup on prenne conscience de la violence de cette ultra-gauche. On en a beaucoup parlé de la jeune garde lors de l'élection de Raphaël Arnaud, qui était fiché S qui plus est. Et donc personne ne peut ignorer ce qu'est la jeune garde, ce qu'incarne la jeune garde, et surtout, et je le redis, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est que l'on puisse dire quand on est du PS et quand soi-même quand le PS a signé un communiqué commun au moment de la loi immigration avec la jeune garde, que le PS et les gens du PS comme Monsieur Grégoire puissent dire qu'ils ne savaient pas ce qu'était la jeune garde avant sa dissolution, on n'est même plus dans la contorsion, on est dans le mensonge. Et c'est cette omerta globale que moi je questionne. On l'a vu, il semblerait que, et c'est même pas il semblerait, un des collaborateurs de Raphaël Arnaud était sous pseudo. Mais ça veut dire quoi en fait ? Effectivement, Madame Yael Braun-Pivet nous explique qu'il y a bien eu les enquêtes avec son vrai nom. Mais quand vous avez un collaborateur, que vous êtes déjà vous-même fiché S, pas clair, qu'on connaît votre positionnement, et quand vous demandez à l'Assemblée nationale la possibilité que votre collaborateur ne porte pas son vrai nom, ça pose quand même un sujet, me semble-t-il. Quelle était en fait la question à ce moment-là ? Avait-on peur que les journalistes aillent creuser sur le vrai nom du collaborateur et aillent regarder qui était vraiment ce collaborateur ? Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui au sein même de l'Assemblée nationale, avec des personnes qui sont des dangers pour la France. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas fichés S juste comme ça. Raphaël Arnaud en particulier, il était sous le coup de plusieurs procédures. Il a été condamné. Il est définitivement, puisqu'il n'a pas fait appel. Mais le PS ne peut pas dire aujourd'hui
qu'il ne savait pas. Le contrat de travail de monsieur Robin C a été établi avec son député employeur sous son vrai nom, c'est ce que dit Yaël Braun-Pivet. C'est son député qui a demandé à ce que puisse être utilisé un nom d'usage sur les documents publics liés à ses fonctions. Elle précise que des vérifications de sécurité ont été faites préalablement à l'embauche de ce collaborateur sur la base de son nom réel. Compte tenu des événements, j'ai demandé à ce que les contrats de l'ensemble des collaborateurs soient examinés par les services de l'Assemblée nationale. Pardon, ça me fait sourire. Et à ce que soit mis fin immédiatement à de telles pratiques. Bah oui, c'est quand même assez grave comme... non, Jérôme Dubu? Non, mais moi je trouve qu'effectivement on a une cécité, enfin les médias, un certain nombre de politiques, plutôt à gauche évidemment, ont une cécité invraisemblable, y compris ceux à droite qui ont appelé à faire voter LFI dans un certain nombre de circonscriptions en 2024, entre les deux tours, faut pas l'oublier, hein, ouais. Parce qu'eux aussi ils ont une certaine responsabilité si on a ce genre de gugus, parce qu'il n'est pas le seul, Arnaud, hein, il y en a d'autres derrière dans le groupe LFI. Ouais. Ils n'ont pas compris que LFI, la structure consubstantielle de LFI, c'est la révolution. Il suffit de relire Lénine et Que faire de Lénine pour comprendre qu'il y a deux moyens de prendre le pouvoir quand on est révolutionnaire, soit par les urnes, et si ça marche pas par les urnes, parce que souvent ça marche pas, eh ben on fait la révolution. Et quand on fait la révolution, on est dans une violence totale. Ouais. Alors, je rappelle que Raphaël Arnaud a été élu, hein. Je veux dire, il est démocratiquement élu. Avec l'aide de qui? Avec l'aide de qui? Enfin, la maire d'Avignon l'a félicité le soir du deuxième tour. Et là où Valérie Expert a raison, c'est qu'il y a une responsabilité aussi des gens qui votent. Bien sûr. Parce que franchement, mettre un bulletin dans l'urne pour quelqu'un dont on a identifié le profil, même si vous êtes de gauche et que vous aimez la gauche et que vous êtes contre le RN, quand vous mettez votre bulletin dans l'urne, il faut quand même se poser quelques questions. Il y a quand même une responsabilité. Aller voter pour des gens comme ça, mais moi je me demande ce qu'on peut avoir dans la tête. On n'est pas obligé de les aider non plus. Oui, ça veut dire que l'autre côté en face n'a pas été assez puissant. Quand monsieur Edouard Philippe mettre un bulletin dans l'urne pour ce genre de type. Communiste, alors c'est pas LFI, c'est le Parti communiste, mais il était soutenu par LFI aussi au Havre entre les deux tours. Il a une responsabilité. Je suis désolé de le dire. Ouais. Brice, on a Fabrice en ligne qui lui voulait réagir au 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire ce que vous pensez de toute cette affaire, de ces assistants parlementaires qui sont qui étaient pour l'un d'entre eux en tout cas fichés S. Fabrice, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Moi, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai l'impression, on découvre que la jeune garde et que les filles sont violents. Enfin, je crois, on croit rêver. Je veux dire, avec tout ce qu'on a laissé passer depuis des années, quand des gens vous expliquent que la police tue, quand des gens vous expliquent que il faut le bruit, la fureur, etc. Il y a presque des bruits de bottes derrière, hein, quand on emploie ces termes-là, quand on emploie ce genre de termes, quand on voit toute la violence verbale et voire limite physique qu'il y a eu même au sein de l'hémicycle depuis quelques années. Et effectivement, moi je condamne non seulement les élus de gauche. À gauche, j'ai du respect pour un monsieur qui s'appelle Jérôme Gage, qui a eu le courage d'aller au combat en disant non, je m'allie pas avec ces gens-là, je n'accepte pas ces voix-là, et qui a même eu un candidat LFiste face à lui. Par contre, tous les responsables qui se disent responsables politiques en France, qu'ils soient de droite, de gauche et de droite, effectivement, qui ont appelé à un moment donné à tout faire pour faire barrage, etc., y compris à mettre un bulletin LFI. Moi, je les accuse d'avoir justement un petit peu alimenté ce feu-là, ce feu qui couvre. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, franchement, depuis 8-9 ans, c'est que c'est la première fois qu'il y a un mort comme ça. Ouais. je sais pas si. Heureusement qu'il n'y en a pas tous les jours, effectivement. Non, mais c'est vrai que ça évident. Oui, Geneviève. C'est évident que ce parti aujourd'hui aux marges, et plus qu'à la marge d'ailleurs de la République, hein, c'est tout, voilà. Donc, mais on a quand même le sentiment qu'il va vers son autodestruction là, avec ce qui se passe avec c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Alors Brice, vous voulez intervenir? Oui, moi, j'ai envie de dire. En ce qui concerne le Parti socialiste, je reste sur le sujet purement politique. Hein, vaut mieux tard que jamais. C'est-à-dire que oui, vous avez raison. Il y a eu une alliance. Il y a eu lors des dernières élections législatives. Hein, il y a eu le NFP, il y a eu la NUPES. Il y a eu le NFP.
il y a un courant du Parti socialiste, il faut quand même le rappeler, autour de Carole Delga et d'autres, Glucksmann, François Hollande, qui depuis plusieurs mois, Jérôme Gage, depuis un an et demi, essaie de faire prendre conscience à la direction du Parti socialiste que Bernard Cazeneuve, qui est plus au Parti socialiste, mais qui est aussi dans cette mouvance-là, qui est un parti qui n'est plus raisonnable et qui est un peu hors, en tout cas en termes de valeur de l'arc républicain. Et moi, à contrario de vous, je trouve que la déclaration à 3 semaines des élections municipales de François Hollande, de monsieur Raphaël Glucksmann, est une déclaration courageeuse. Voilà, je dis courageuse. Je vais vous en parler de François Hollande. Parce que depuis vendredi, quelles sont les personnalités politiques qui ont pris la parole sur cette tragédie? Dans le camp présidentiel, heureusement qu'il y a eu le Premier ministre Sébastien Lecornu et Monsieur Darmanin, et à gauche, il y a eu François Hollande, Monsieur Gage. Ah si, la déclaration hier de François Hollande a été pour moi très courageuse. À 4 semaines des élections municipales. Et c'est normal, il n'est pas candidat. À 4 semaines des élections municipales. Donc lui, il s'en moque maintenant. Non mais il se projette dans la présidentielle. On peut pas dire ça. Il se projette dans la présidentielle. Voilà, de se solidariser. Absolument. Vous voulez qu'on l'écoute? On va écouter ce que disait François Hollande. Quels sont les scrutins qui arrivent? Scrutins municipaux, une élection présidentielle. Pour les scrutins municipaux, il ne peut pas y avoir, au premier tour, c'est déjà établi, au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes, formation de la gauche réformiste, et LFI. C'est clair. Pour le scrutin présidentiel, tout doit être fait pour que dans ce qui va être la grande confrontation électorale, la gauche réformiste soit là au rendez-vous et présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon n'y a pas sa place. C'est normal, il est candidat à la présidentielle. Non, donc là, il prépare sa candidature. Quand il a fallu s'allier avec le diable pour être député, il a fermé les yeux. Là, ça lui est égal, il n'est pas candidat au municipal, donc de rompre l'alliance, il n'a pas d'enjeu personnel, et il est en train de préparer sa candidature. Il sait que l'autre homme fort de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, donc il se positionne par rapport à ça. Mais on ne peut pas avoir été élu grâce aux uns. Et Olivier Faure, qui lui est beaucoup plus ambigu. On va y revenir. Petite pause, et puis vous pourrez, Geneviève Tréping, voilà, donc François Hollande, courageux ou pas, et puis on pourra reparler de Raphaël Glucksmann ce matin, qui n'a pas voulu répondre à la question s'il y a un face-à-face LFI-RN. Jean-François Aquili lui a posé la question, il n'a pas répondu, il n'a pas voulu répondre. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. Nous parlions donc de François Hollande, de cette déclaration hier à l'aube des municipales. Vous dites c'est courageux, sauf qu'il y a un calcul politique, évidemment. Laurence Sayet. Non, c'est moi. Pas du tout. C'est vrai, c'est moi. Moi, je dis à 3 semaines des municipales, c'est courageux. C'est d'ailleurs mon coup de gueule. Alors, allez-y, faites-le. Donc je le fais sur François Hollande maintenant, parce que en réalité, c'est d'une hypocrisie incroyable. Ça a été rappelé par Laurence tout à l'heure. Il a été élu avec les voix de LFI il y a 1 an et demi lors des législatives de 2024 au Corrèze. Il n'a pas craché sur aucune voix LFI au premier tour, pas au deuxième tour, au premier tour. Il n'y a pas eu de candidat LFI contre lui. Et il a gagné grâce au soutien de LFI. Et combien de candidats socialistes ont gagné grâce au soutien de LFI? Donc l'entendre dire aujourd'hui la relation est terminée. Non, la relation n'est pas terminée, monsieur Hollande. Regardez un peu ce qui se passe sur le terrain. Regardez un certain nombre de municipalités. Regardez ce qui se passe. J'ai pris l'exemple de Corbeil-Essonnes. Oui. Corbeil-Essonnes, c'est une ville de 55 000 habitants qui se trouve dans l'Essonne, comme son nom l'indique, qui est une ville très importante pour ce département, qui a un maire qui était communiste, qui est passé maintenant divers gauche. Que fait ce maire? Il fait l'union de toutes les forces de gauche. Donc aujourd'hui, au premier tour à Corbeil-Essonnes, mais je pourrais multiplier les exemples, j'ai pris celui-là parce qu'il est significatif, on a une liste PS, PC, je ne sais plus, écolo et LFI. Dès le premier tour, que dit monsieur Hollande sur ces accords? Rien, absolument rien. Donc en réalité, c'est une hypocrisie sans nom. Il sait très bien qu'au premier tour, il y a un certain nombre de villes où il y a des accords avec LFI qui ne seront pas dénoncés parce que les listes sont déposées, et il n'en parle pas. Donc c'est vraiment une schizophrénie invraisemblable. Il tolère
parce que ça l'arrange un certain nombre d'accords sur le terrain, il le dénonce dans les médias. C'est schizophrénique. Quand je dis, on est à 3 semaines des municipales, et ça c'est important évidemment ce que vous dites, mais juste pour donner quelques chiffres, vous avez 80 à 90% des villes de plus de 20 000 habitants où il y a un accord entre communistes, socialistes et écologistes. Ouais. Voilà, ça c'est une réalité. Après, comme vous le dites, il y a quelques villes... Non, pas quelques villes, un certain nombre. Un certain nombre de villes, mais pas énormément. Je pense à Valenciennes aussi, je pense à Corbeil, comme vous le dites, et d'autres où, en effet, il y a une alliance de premier tour avec l'ensemble de la gauche et avec LFI. Néanmoins, ça va être intéressant, parce que ce qui va devoir se passer, c'est que le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, avait déclaré, vous vous souvenez, au mois de janvier, il avait dit « Moi, je laisse au second tour mes candidats faire ce qu'ils veulent en cas d'alliance. » C'était sur Sud Radio. Là, sur Sud Radio, absolument. Là, après les événements tragiques qui viennent de se passer, il va falloir, à mon avis, qu'il reprenne la parole, et qu'il donne consigne à ses militants dans les différentes collectivités pour qu'il n'y ait pas de vote non, mais ça devrait déjà être dénoncé au premier tour. En faveur des LFI. Il est où Olivier Faure? Il y a des listes communes. Alors Olivier Faure a disparu de la circulation. Non, il a fait un communiqué. Il a fait un communiqué il a hier. commencé à s'exprimer sur le sujet. Il a fait un grand communiqué hier. Et Marine Tondelier aussi, qui le problème dit, de Marine Tondelier, c'est qu'elle est toujours entre deux. Oui, c'est ça. Donc c'est plus d'un côté que de l'autre, d'ailleurs. Elle commence en disant le meurtre de Quentin D était un drame, et puis 10 lignes plus bas, c'est très long. Pourquoi voulez-vous elle parle de l'extrême droite et de la violence de l'extrême droite. Donc c'est c'est grave, mais enfin les autres ils sont aussi voilà, c'est ça. C'est le bras armé de LFI. Je peux en placer une. Non, qu'il accepte au premier tour avec l'exemple que je viens de vous donner. Et je peux multiplier les exemples dans d'autres villes, alors qu'il le dénoncerait entre les deux tours. Non, vous verrez qu'entre les deux tours, il y aura des accords, puisqu'il les accepte déjà au premier tour. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'accord, je dis que le Parti socialiste va devoir, de manière explicite, se prononcer et être clair sur ce sujet. Mais la réponse. Voilà. Mais je trouve que cet événement, à 3 semaines des municipales, peut changer la donne pour le Parti socialiste. Absolument. Qui pensait gagner Toulouse, Amiens, Limoges, un certain nombre de villes, en accord avec LFI. Et concernant François Hollande, donc j'ai interrogé peut-être Laurence. Pardonne-moi, mais j'aimerais quand même pouvoir intervenir à un moment. Oui, allez-y. Voilà. Donc sur François Hollande, moi je voulais dire que je trouvais effectivement ça très courageux de sa part. Je suis totalement en décalage avec ce que vous dites, Jérôme, parce qu'il se situe effectivement dans la perspective de la présidentielle, on est d'accord, il veut être le candidat de la gauche, de la gauche républicaine, réformiste, modérée, tout ce qu'on veut. Il veut être le candidat de la gauche légitime, républicaine, voilà, pour employer le bon mot. S'il veut accéder au second tour, il n'a pas intérêt à ce que le Parti socialiste perde un certain nombre de villes. Les municipales vont être importantes. Ce qui va se passer aux municipales va être important pour la présidentielle. Et s'il n'y a pas, effectivement, d'alliance de second tour avec la France Insoumise, par exemple, à Paris, avec Madame Chikirou, Emmanuel Grégoire ne gardera sans doute pas Paris. Donc ça, c'est aussi important dans la perspective des présidentielles. Et en ce sens, sa position qui est de refuser toute alliance de second tour au municipal. Il y en a déjà. Il y en a dans très peu de villes, mais écoutez la réalité des chiffres. Donc refuser le principe, je finis ma phrase, Jérôme, s'il vous plaît. Refuser le principe d'alliance avec la France Insoumise risque de faire perdre des villes au PS. Et à partir de là, moi j'estime effectivement que la position de François Hollande est courageuse. Il a quoi comme autorité? Il n'est pas secrétaire général du PS. Il n'est pas. On ne peut pas à la fois dire ce qu'il dit n'a aucune importance et ce qu'il dit. Ça n'a aucune importance. Mais il est dans une stratégie politique, bien évidemment. Et quelle est son autorité? Il comporte une part de risque personnel. Bien sûr, au-delà de François Hollande, vous avez le président du groupe socialiste au Sénat, Monsieur Patrick Kanner, qui a déclaré hier « J'invite la direction nationale du Parti socialiste à prohiber toute forme d'alliance avec LFI au second tour des municipales ». Voilà. Non, c'est clair. Mais voilà, moi je ne pense pas que c'est clair. Attendez, ils vont devoir s'exprimer dans les heures et les jours qui viennent. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense que ça peut changer la donne. Il y a les statistiques que vous nous avez données, il y a la réalité du terrain qui est totalement différente. Moi, je pense prépare des accords entre les deux tours, vous le savez très bien. Moi, je pense. On verra. Je dis, on verra.
Mais c'est tout vu. Je pense que ça change la donne. Je pense qu'il y a eu mort d'un homme. Je pense qu'il y a quand même l'opprobre sur un parti politique. Je pense que ça change la donne. Vous verrez que non, ça ne changera pas la donne. Il y aura des accords à peu près partout. Ils vont dire officiellement qu'ils n'en font pas, et puis on va voir qu'ils en font. Voilà. Et ils vont dire, c'est le choix de chacun, c'est des choix locaux, nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas la consigne que nous avons donnée, et ils laisseront faire. Donc il y a des villes sur lesquelles quand même on verra ou on verra pas. À Paris, on verra ou on verra pas. C'est pas prévu qu'elle rallie Grégoire. Non, mais c'est moi, je voulais revenir un peu recentrer sur l'affaire Quentin. Et c'est peut-être naïf de ma part. Moi, j'ai découvert qu'un député pouvait ne pas été intouchable, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir? Ça veut dire qu'il peut, je ne sais pas, cambrioler des banques ou donner l'ordre. On verra si il est impliqué et donner des ordres. Pas cambrioler une banque. Là où on dit qu'il est intouchable, c'est que, et heureusement, à partir du moment où quelqu'un est élu, après, l'immunité parlementaire peut tomber. Voilà, exactement. À quel moment il peut tomber? Alors, je ne sais pas exactement vous répondre pour le Parlement français, mais il y a des cas très spécifiques, je pense qu'on peut regarder. Je peux vous répondre. Voilà. Il y a le bureau de l'Assemblée qui se prononce sur l'immunité pour la faire sauter. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que il restera député. Oui, justement, j'allais expliquer. C'est pas parce que l'immunité tombe. L'immunité, ça permet d'être jugé. Ça veut pas dire qu'on est condamné et qu'on n'est plus. Il faut qu'un juge. Il faut qu'un juge prononce une inéligibilité. Avec un effet immédiat. Absolument. Voilà. Tant qu'un juge ne prononce pas une inéligibilité avec un effet immédiat, vous êtes élu. Et pourquoi c'est important malgré tout qu'il y ait une protection de l'élu? C'est parce que imaginez que tout à coup le pouvoir judiciaire puisse retomber. Là, on fait tomber, si vous voulez, les fondements démocratiques. Mais comme ces personnes, notamment Monsieur Arnaud, n'ont aucune, ce ne sont pas des politiques. Ce sont des gens qui sont des opportunistes. Ils sont là, lui, sa seule politique, c'est de s'engager dans le combat, soi-disant contre l'extrême droite, mais enfin, on voit leur méthode. Donc, c'est pas des gens qui ont le sens de leur mandat, le sens de l'engagement politique. Je crois qu'il a fait 4 résolutions depuis qu'il a été élu, et rien pour aider quiconque. On se demande à quoi il était payé, c'est quand même la première question, c'est son élection. C'est-à-dire qu'on voit le RN qui fait un peu le ménage quand il y a des brebis galeuses, qui maintenant essayent d'être le plus rigoureux possible. Et là, on a quand même... étendard. Oui, pour eux, ils le brandissaient comme un étendard. C'était une fierté d'avoir ce fichier. Comment on a pu accepter notre collègue, parce qu'en réalité, ce qui se passe à Avignon est très intéressant. Il y a une sortante qui est PS, qui a félicité le soir de son élection législative Monsieur Arnaud. Vous vous en souvenez très bien, elle est PS. Bon, elle a participé à la campagne de Monsieur Arnaud, elle l'a soutenu, elle l'a félicité. Elle ne se représente pas. Son successeur potentiel, qui est un PS aussi, n'a strictement rien dit sur Monsieur Arnaud depuis une semaine. Strictement rien dit. Ce qui me fait dire qu'il y a un certain nombre d'accords sous-jacents entre LFI et le PS qui vont se réaliser, et on va évidemment dire c'est pas grave, c'est des accords locaux. Non, ce ne sont pas des accords locaux. Ils vont être très difficiles à légitimer. Il faut pas mélanger les temporalités. Enfin, le PS à l'époque, c'était, je me fais pas l'avocat du diable, c'était on s'unit, on fait un front républicain parce qu'on ne veut pas d'avoir de parlementaires du Rassemblement national au Parlement. C'était clair. Là, on est dans un contexte totalement différent. Mais je voudrais revenir juste sur ce que vous disiez. C'est intéressant la proposition d'Emmanuel Macron d'assortir les condamnations pour propos ou actes antisémites d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Et vous avez vu que ce matin, Gérald Darmanin a fait part de sa volonté d'élargir ce dispositif à toute personne condamnée pour avoir encouragé à la violence physique. Et c'est intéressant parce que là, ça nous ramène... D'où ma question. Ça nous ramène, à notre thème d'actualité. Mais ça prendra des années avant qu'il soit condamné, vous le savez très bien. Pendant ce temps-là, il siège. C'est pas immédiatement opérant. Comment il est condamné, il n'a pas eu d'inéligibilité. Comment expliquez-vous que vous qui défendez le PS, si j'ai bien compris... Non, moi je défends personne, j'analyse. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, le candidat potentiel à la mairie d'Avignon, qui est un PS, ne dénonce pas Monsieur Arnaud? Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Moi, je n'ai pas vous expliquer. Très précis. Donc, Raphaël Arnaud, il a été condamné en février 2022 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel. Il a tabassé, ils étaient plusieurs à avoir tabassé un homme. Raphaël Arnaud lui a ordonné de se déshabiller afin de vérifier s'il possédait des tatouages politiques. Comment un homme qui a été condamné pour ce type d'agression
a pu devenir député. Il n'a pas d'inéligibilité. L'inéligibilité, si vous voulez, c'est... D'accord, on est sur la morale et sur... il faut que le juge prononce une peine d'inéligibilité. On n'est pas... Sur les deux assistants parlementaires, la question est que faisait-il à Lyon ? Que faisait-il à Lyon ? Et c'est peut-être là qu'il va y avoir une enquête. Alors hier, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse du député LFI Louis Boyard. Alors ça, j'ai entendu. Je l'ai vu en direct, je l'ai regardé encore en replay parce que je me suis dit, c'est lunaire. Il dit, mais vous comprenez, quand on est député, on va partout. On va partout. Et là, le journaliste lui dit, mais en fait, vous comprenez qu'il est député d'Avignon. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à Lyon ? Mais je pense que Louis Boyard ne sait pas que Lyon n'était peut-être pas dans la circonscription. C'est ça le pire. Il croit encore qu'il a été élu à la proportionnelle. Et il a réussi avec une pirouette. Et moi, j'aurais bien aimé l'avoir en plateau si j'avais pu débattre avec, parce que je l'aurais pas lâché sur le sujet. Parce qu'après, il a pris le journaliste comme ça, il lui dit, oui, mais vous comprenez, vous faites le juge. Non, mais vraiment, il faut aller au bout des choses. Et je pense qu'il faut regarder la manière dont fonctionnaient ces assistants parlementaires. 2 assistants parlementaires qui sont à Lyon, hors de la circonscription. Alors, soit ils étaient sur leur congé, soit ça engage la responsabilité de leur employeur. C'est là où il va y avoir... Parce que si c'est sur ses heures de travail... ça engage la responsabilité de l'employeur. Raphaël Arnaud a fondé la Jeune Garde. Ces 2 assistants parlementaires font partie de la Jeune Garde. Vous avez vu l'article du Parisien où on dit qu'un ancien témoigne et il dit oui, de toute façon, Raph, c'était le patron et puis l'autre, c'était son garde du corps et il l'a toujours... c'est lunaire. On se retrouve dans un instant avec vous. On aura votre coup de cœur, Geneviève, pour Claude Maluret. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Valérie Exy, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio pour commenter cette actualité, la mort de Quentin, le lynchage de Quentin, la réaction de LFI. On va en parler dans un instant. À signaler que le maire de Lyon a demande l'interdiction de la marche prévue samedi pour le jeune homme. On en parlait hors antenne en disant que c'était... c'est vrai que c'est une marche qui est à haut risque, Ça se discute parce qu'en fait, si c'était une marche blanche avec l'accord des parents, les parents ont dit qu'ils n'y participeraient pas. Moi, j'ai un petit doute en fait sur si j'avais à prendre cette décision, je vous avoue que je serais très gênée parce que il faut pas non plus que cette marche blanche donne une image d'un affrontement politique qui n'arrangerait rien au climat actuel. La responsabilité quand même de chacun, même si on est très en colère et très affirmé dans tous nos propos, c'est quand même d'essayer de faire retomber un peu la pression. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a quand même des jeunes qui partent à la castagne. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. La pression ne peut retomber que quand il y aura des peines qui auront été prononcées, des peines sévères qui auront été prononcées contre ces assassins. Qu'est-ce que vous voulez le procès je pense tous les jours, je pense aux parents. Tous les jours, je pense aux parents. Bien sûr. Qui vivent un drame épouvantable. Je voulais vous faire entendre le son extrêmement choquant, le père d'un des 2 assistants parlementaires, Monsieur Favreau. Écoutez, c'était sur RTL hier. C'est très, très, très choquant. Sachant qu'il n'y a pas participé, je pense qu'il sera blanchi de tout ça. Pour vous, Jacqueline n'est pas capable d'une chose pareille. Difficile de répondre à votre question. No comment. Vous savez ce qui s'est passé avec la mort de Quentin ? Ah oui, bien sûr. Et vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que je devrais en penser ? J'ai pas à en penser quelque chose. Vous avez une pensée pour ce jeune ? Pas particulièrement. C'est tout ce que je peux en dire. Est-ce que vous auriez un mot pour les parents de Quentin ? Non, j'ai rien à leur dire. Pas pour l'instant. Même par la suite. Wow. Bon. Je pense que dans ces moments-là, il vaut mieux pas se parler si c'est pour dire ça. Quand on est parent de quelqu'un qui est impliqué dans quelque chose, c'est pas toujours évident, parce que malheureusement, nos enfants, on les voit parfois comme des anges et ils peuvent être des démons. Après, qu'ils disent mon fils n'y est pour rien, etc. Pourquoi pas mais le respect, c'est quand même le silence et la réserve. Je n'ai rien à dire aux parents. Le respect, c'est au moins d'avoir un peu d'humanité. Au-delà de ses convictions politiques ou religieuses, quelles qu'elles soient, c'est de l'humanité à l'égard des parents qui viennent de perdre de manière dramatique leur enfant. Moi, je voudrais revenir juste un instant sur la défense des filles depuis 5 jours. Alors après, ça va aller dans le sens de ce que de votre coup de cœur pour Claude Maluret. Vous voulez qu'on l'écoute hier à l'Assemblée. Et s'il existait un prix du mensonge en politique, il serait remporté haut la main par Mélenchon pour cette phrase prononcée le lendemain du lynchage de Quentin Derenque. J'ai déjà dit des dizaines de fois
que les Insoumis étaient hostiles et opposés à la violence. LFI est né dans la violence, avec cette formule désormais célèbre prononcée en 2012, tout conflictualisé. LFI soutient la violence sans jamais se tromper, en baisant la main de Poutine, de Castro, de Maduro et Khamenei, enjambant les flaques partout où le sang coule à flot. Et LFI mourra de la violence au fur et à mesure que la lumière sera faite sur l'incroyable proportion de délinquants au sein de ses députés, fichés, dealers, condamnés pour violences aggravées, violences sexuelles, violences conjugales, et jamais exclus ni du groupe parlementaire, ni du parti. C'est ce que vous vouliez évoquer. Voilà, je pense que cet homme est indispensable. C'était au Sénat. Oui, c'est au Sénat. Il est sénateur, Claude Maluret. Et il a toujours le mot juste. Il a toujours l'argumentation juste, qu'il s'agisse de l'antisémitisme qui ravage notre pays, qu'il s'agisse de la violence de la France insoumise. À chaque fois, il est très juste. Voilà, il parle cash, il parle vrai. Et cet homme, on devrait l'écouter davantage, on devrait l'inviter davantage. Il est juste exceptionnel. Donc, mon coup de cœur était pour lui aujourd'hui. Après, ce qu'il dit, ça rejoint ce que vous vouliez évoquer, c'est-à-dire le comportement d'LFI et le côté circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça caractérise vraiment, on qualifie ce parti d'extrême gauche, mais on a tous les éléments de l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'on a une dénonciation de l'État, on a un sentiment d'instrumentalisation, de victimisation, enfin tous les ingrédients et les arguments de l'extrême gauche. Il faut vraiment le dire, enfin, depuis 2022 et surtout depuis 2024, les élections européennes, le conflit israélo-palestinien, etc., on voyait bien que cette violence politique portée par l'extrême gauche et par LFI participe progressivement à un climat de violence physique. En fait, comme si la violence physique trouvait une légitimation dans la violence verbale et dans la violence politique. Bien sûr. Et je pense que ce parti, en tout cas celui qui le représente, Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez, dans les années 80, tout le monde montrait du doigt Jean-Marie Le Pen. Eh bien, on peut dire que voilà, le Mélenchon de 2020, c'est un peu le Jean-Marie Le Pen des années 80. Voilà. Et donc, il y a, je pense que, si ce n'est que en termes de repoussoir, immédiatement caricaturé, condamné, parfois à juste titre pour ses propos, par exemple sur l'antisémitisme, Jean-Marie Le Pen, et que Jean-Luc Mélenchon, quand j'entends le père ça me rend extrêmement pessimiste sur l'électorat de Mélenchon, qui a l'air fidélisé, qui me semble ne pas vouloir bouger, et qui va continuer à voter pour Mélenchon. Et je suis pas du tout aussi optimiste que Maluret. Je trouve très bon Maluret, mais sa conclusion, je ne la partage pas. Ah ben si, il dit que LFI va mourir de ces violences. Ah oui, un jour. Moi, je ne crois pas que LFI va mourir de ces violences. Il dit pas qu'LFI va mourir dans les mois qui viennent. Il dit qu'LFI mourra de ces violences. On est tout le temps en train de taper sur Trump. Moi, je suis partagée sur le personnage, parce que j'essaie de pas être totalement voilà, exactement. Mais Mélenchon, pardon, mais c'est Trump puissance 1000 en termes de violence. La première. Et j'ai débattu avec Mélenchon il y a peut-être 4 ans dans une émission de Cyril Hanouna. Et c'était absolument fou, parce que j'ai découvert vraiment la violence du personnage, mais en réel. Parce que vous savez, vous débattez, vous voyez, nous, on va se chamailler, mais on sent qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de... Et lui, donc j'étais sur le plateau, et je l'ai mis en cause sur le sujet des femmes, parce que c'était un texte à l'Assemblée, je me rappelle plus ce que c'était à l'époque, et je lui disais qu'en fait, il défendait pas les femmes. Et tout à coup, il a un visage de haine qui s'est mis, mais vous pouvez pas vous imaginer, heureusement que j'étais loin, parce qu'il m'a fait presque peur. Et il s'est déchaîné sur moi, et il m'a dit une phrase: et vous, avec votre sale face. Pardon. On peut retrouver l'extrait, mais c'est absolument dingue. Moi, ça m'était égal, parce que l'idée de Mélenchon sur mon physique, vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose qui m'importe. Mais j'ai vu quelque chose par rapport à une femme, moi-même, une violence physique se déchaîner. Et d'ailleurs, Raquel Garrido lui avait même demandé de venir s'excuser. Ce qu'il a fait. Juste vous lire ce matin quand même, je n'avais pas vu ça, je viens de le découvrir, Manuel Bompard à propos de Jacques-Élie Favreau. Cette personne n'est pas insoumise. La participation à une formation politique, c'est une chose. Le fait d'être employé comme collaborateur d'un député, c'est autre chose. Il a dit ça ce matin. Et Éric Revel lui répond: ah oui, et peut-être même que c'est la première fois qu'il entend parler de Jacques-Élie Favreau. Enfin, ils sont à côté de leur pompe, pardon. Oui, c'est ça, c'était un mec du RN qui passait par là. Depuis cette affaire, on voit bien que les filles dans les cordes. En tout cas, en termes de communication, ils sont pas bons.
vous vous souvenez, l'affaire Caténins? Oui, le groupe a suspendu la présence de M. Caténins. Mais ils l'ont soutenu quand même. Ils l'ont soutenu et après ils l'ont suspendu. Mais là, ils devraient suspendre M. Raphaël Arnaud. Enfin, le groupe LFI devrait prendre l'initiative. Ils viennent de dire que non. De le suspendre. Ils viennent de dire que non. Bompard a dit ce matin non. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, j'en reviens à la comparaison Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a bénéficié de la part des médias, de la part d'un certain nombre de politiques, de la part du système politico-médiatique dans sa globalité, d'une espèce de fascination, et je me demande pourquoi. Regardez les affaires de LFI, c'est toujours pas sorti. On en discutait tout à l'heure. Mais Michel-Édouard Leclerc, dimanche, sur des assistants de LFI au Parlement européen n'est toujours pas sorti. Pourquoi? On peut m'expliquer pourquoi? Au-delà de la complaisance, je trouve qu'il y a une forme... Vous savez, quand on trouve les gens brillants, on leur pardonne des choses. Certains le trouvent brillant. Alors, dès qu'on est brillant, ça y est, on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut. Ça suscite une forme d'admiration. Et j'entendais Michel-Édouard Leclerc sur le plateau de Darius Rochebin, me semble-t-il, sur LCI, qui disait « Mais non, c'est pas un type violent. Voilà, c'est pas grave. » C'était dimanche dernier. Enfin, je veux dire, c'est pas un type violent, mais il faut voir... Rappelez-vous, lors de la perquisition... Passe à un magistrat, la manière dont il a été physiquement violent. Je veux dire, les exemples se succèdent. La République, c'est moi. Hein, il a été extraordinaire sur ce coup-là. Et vous voyez comment on peut compter, parce que vous savez, il y a une forme d'intelligentsia qui dit que vous comprenez, mais il est brillant, c'est un très bon orateur, ça devrait tout pardonner. Alors, si vous avez des opinions contestables, essayez de... Alors, il n'est pas brillant, il est dans une rhétorique très huilée, qui est la rhétorique trotskiste. Enfin, c'est quelqu'un qui est issu du trotskisme, et le trotskisme, c'est ça, en fait. C'est on n'avoue jamais, on continue à tracer, on déstabilise, on va jusqu'au bout de sa logique. Et quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, il s'inscrit complètement dans cette filiation. Et en fait, je pense qu'on n'en sort jamais. C'est-à-dire que quand on a eu cette formation idéologique-là, on est marqué pour la vie. C'était le cas de Lionel Jospin d'une autre manière. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. On ne s'en sort pas. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon? C'est parce que vous voyez bien, depuis 2017, Macron, moi ou le chaos, vous avez deux imaginaires qui sont présentés aux Français. L'imaginaire de la Nouvelle-France, de Jean-Luc Mélenchon, et l'imaginaire de Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, voilà, de cette France souveraine et identitaire, souveraine. Mais au milieu, dans cet espace central, côté social-démocrate ou côté républicain, vous n'avez rien, c'est-à-dire vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'incarnation. Et la politique, à un moment donné, c'est un imaginaire, une incarnation. Oui, bien sûr. Et voilà pourquoi ils prennent la lumière. C'est uniquement pour cette raison-là. C'est que les Français ne les perçoivent soit les uns, soit les autres, et rien dans cet espace, j'allais dire, traditionnel. Le cercle de la raison, le fameux cercle de la raison. Par Monsieur Mélenchon, quand on connaît les affaires qu'il a... C'est une question de fascination, c'est une question d'imaginaire. Moi, je parle du politico-administratif, médiatico-politico-administratif. Mais vous êtes d'accord quand même, c'est trop raisonnable. Ils sont les Français de ça. C'est pas on se retrouve dans un instant, puis il y en a un qu'on n'entend pas, c'est Gabriel Attal, qui a été quand même l'artisan du barrage du soutien à LFI. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Question d'un auditeur, est-ce que ça va plomber Mélenchon? Non, moi je ne crois pas. Écoutez, le témoignage du père de cet assistant parlementaire est flagrant. Il ne regrette rien, il ne change rien, aucune excuse vis-à-vis de la famille. L'électorat de Mélenchon est endoctriné. Moi, c'est pas mon point de vue. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que Mélenchon, en 2022, il lui manque 400 000 voix. Donc, il fait le choix d'aller chercher dans les quartiers populaires un électorat communautaire. Mais au-delà d'aller chercher cet électorat communautaire, il va perdre une partie des soutiens qu'il avait en 2022. Donc je pense que la radicalité excessive de Jean-Luc Mélenchon va au contraire permettre à un espace social-démocrate vraiment de s'affirmer dans les 10 mois qui viennent. Quel soutien de 2022 il va perdre? Il va perdre une partie de cet électorat. Mais qui de l'électorat, vous pensez vraiment? Urbain, jeune, métropolitain, il va en perdre une partie. À mon grand désespoir, j'ai le sentiment que cet électorat bobo, urbain, jeune qui vote Mélenchon, malheureusement, je crains que ça ne change pas. Moi, j'ai discuté avec quelques jeunes et je leur ai dit, je vous le dis très franchement, je dis, tu vois ta copine là qui vote Mélenchon, tu vas pouvoir lui dire que machin.
Juste pour répondre, pas de réaction. Laurence, j'ai pas senti que ça allait que ça les ébranlait. Ce qui est intéressant, ils adorent ce côté révolutionnaire, et puis ils vont se dire, parce que j'ai entendu des jeunes parler dans la rue aussi, dans le 6e arrondissement, il y a un électorat mélanchoniste important chez la jeunesse, et j'hallucinais. Oui. Et j'hallucinais parce que j'entendais des deux jeunes qui parlaient, ils disaient, t'as entendu parler de l'affaire? Et oui, c'est un affrontement entre extrême droite et extrême gauche. Bien sûr. Dans les derniers sondages qu'on a fait avec Brice Sokol, avec Frédéric dans un certain nombre de villes, depuis 3 semaines, c'était avant les événements, on sentait un reflux de l'électorat mélenchoniste. C'est-à-dire qu'on s'attendait à aller voir beaucoup plus haut dans certaines villes. Et paradoxalement, entre les sondages du mois d'octobre et les sondages du mois de début janvier, ils reculaient. Alors, est-ce que cet événement... C'est parce que c'est les municipales. C'est un scrutin très particulier. Je parle du scrutin des municipales. Donc il y avait déjà un recul avant cet événement. Alors, quelles conséquences aura cet événement? Je pense qu'on va continuer à faire des sondages. Et puis, dans les traits de caractère, quand on pose la question, Jean-Luc Mélenchon est le plus détesté et celui qui fait peur. Même temps, il y a en tête des votes chez les 18-24 ans. Mais c'est comme l'électorat, toute chose égale par ailleurs, c'est comme l'électorat de Jean-Marie Le Pen qui était autour de 10 à 15%, qui n'a jamais bougé malgré les dérapages qu'on a connus. C'est exactement la même chose. Alors, on va passer à toute autre chose avec vous, Brice. C'est un coup de projecteur. On a un petit peu évoqué les impôts et les Français qui sont pour une baisse d'impôts, majoritairement. Non, c'est intéressant parce que c'est un sondage qui a été fait par la direction interministérielle de la fonction publique. Donc, on peut dire c'est sérieux. 59% des Français souhaitent une baisse des impôts et sont prêts à une réduction des aides sociales. C'est-à-dire c'est plus 14% des Français par rapport au dernier sondage de 2022 qui accepteraient une baisse des impôts, mais aussi une réduction des aides sociales. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est un petit signal envoyé à l'ensemble de nos dirigeants politiques. Et en même temps, ils disent qu'ils sont très satisfaits à 80% des liens qu'ils ont avec l'administration fiscale. Donc le sujet, c'est pas le lien avec l'administration, c'est pas le service public qui est mis en cause, mais c'est vraiment l'impôt. Et qu'est-ce qu'on fait de cet impôt ? Et comment on utilise l'argent récolté. C'est un peu lié. C'est-à-dire que vous vous dites où va l'argent. On dit normalement l'impôt c'est pour les routes, les hôpitaux, la police, les écoles, et il n'y a rien qui marche. Et dans les préoccupations des Français, évidemment, pour ces municipales, les 3 grands thèmes, c'est 1, l'insécurité, 2, services publics, santé, 85% de la France est un désert médical. Et 3e thème, c'est intéressant, depuis 1 an et demi qui monte, alors c'est aussi l'effet François Bayrou, l'effet d'actualité, c'est la dette. Voilà, parce que les Français ont bien pris conscience que la dette, on va tous devoir un peu payer, et que surtout à l'échelle d'une collectivité, ça peut limiter les investissements publics. Les Français disent toujours qu'ils ont compris. Les Français disent toujours qu'ils ont compris, sauf que quand on leur dit que parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, personne ne veut se dire qu'effectivement, ils comprennent qu'il faut réduire la dette, mais quand on propose des mesures de manière globale pour réduire la dette, plus personne n'est d'accord. Et c'est pour ça que je pense que il y a j'ai conscience, et il y a ok, mais c'est ceux qui disent on doit réduire la dette, ils vont vous dire la même chose. Moi, je veux pas travailler plus longtemps. Par contre, c'est les riches qui ont qu'à payer, puisque, polémique, les riches ne payent pas d'impôts. Moi je dirais que c'est quand même très important qu'il commence à y avoir une prise de conscience de l'impact de la dette et de ce que la dette risque dans les années à venir d'impliquer pour chacun d'entre nous. Ça permettra, à mon avis, mais je suis peut-être l'optimiste de ce plateau aujourd'hui, ça permettra sans doute à un candidat justement raisonnable à l'élection présidentielle de mettre ce sujet sur la table. Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est le RN et LFI qui sont en tête des sondages. Je pense pas que ce soit plié. En tout cas, peut-être que les Français ont compris l'importance et la catastrophe de la dette qui nous attend, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas compris sont les parlementaires. Parce qu'ils viennent de nous voter un budget qui augmente les déficits, contrairement à ce que l'on dit, qui augmente l'endettement et qui augmente les dépenses publiques. Tous ceux qui nous ont dit l'inverse pendant les élections législatives, en disant non, mais il faut réduire le déficit, il faut réduire les dépenses publiques, il faut réduire la dette. Ok, ils font l'inverse au Parlement. Ils font l'inverse à l'Assemblée nationale. C'est quand même hallucinant. Comment peut-on faire confiance à des gens pareils ? C'est pour ça qu'il faut rentrer dans une nouvelle séquence dans un an. De toute façon, celui qui promettra des suissants et des larmes ne sera pas élu. Donc, ça va être encore une campagne où on va enrober ça d'une manière différente. Je me rappelle de François Fillon quand on explique. Les gens n'ont pas voté pour vous quand si vous leur dites
que les efforts qu'ils vont devoir faire. Et tout ceci finira peut-être au FMI, parce que tout le monde l'aura cherché. Dès que vous voulez faire une réforme, vous avez la CGT dans la rue qui bloque le pays. Donc vous ne pouvez pas réformer la France. Quand on a voulu revenir sur les régimes spéciaux de la SNCF et de tous ces gens qui partent à la retraite très tôt et qui ont des conditions de travail qui sont quand même moins difficiles, me semble-t-il, que certains, et avec des avantages particuliers, vous avez les syndicats pourtant minoritaires, ils ne représentent que 10% des salariés qui ont une force, une capacité de bloquer le pays, ce qui fait que vous ne pouvez faire aucune réforme. La réforme des retraites, ça a été passé dans la souffrance et au 49.3. Pourquoi ? Parce qu'on avait ces syndicalistes qui attisent la haine au lieu de bien expliquer aux gens les choses. Donc vous voyez, même une réforme simple des retraites, on n'arrive pas à la passer. Alors pour réformer le pays, bon courage. C'est pire que ça sur la réforme des retraites. Ceux qui nous ont promis, enfin qui voulaient nous promettre avec Fillon en 2017 et avec Pécresse en 2022 une réforme des retraites à 65 ans, il y en a le tiers du groupe, je pèse mes mots, le tiers du groupe qui est revenu sur la retraite à 64 ans pour la suspendre. Mais comment voulez-vous que les Français fassent confiance à des gens pareils ? C'est pas possible. Ils se dédisent constamment. Il y a un problème de légitimité et j'allais dire, de cohérence avec ce que l'on dit. C'est pour ça que la défiance à l'égard des élus nationaux n'a jamais été aussi importante sous la Ve République, aussi forte. Quand vous voyez pendant les inondations, là, les maires qui sont en train de se déployer jour et nuit pour aider directement leur population, quel décalage parfois vous avez, que là, je reviens au cas de monsieur Arnaud, mais parce que c'est le cas dans ce moment, mais il n'est pas tout seul, et vous vous dites... On paye un maire au lance-pierre qui est dédié à sa commune, qui s'épuise, et d'un autre côté, vous avez un député à l'Assemblée nationale, en fait, qui a des collaborateurs qui vont en dehors de sa circonscription pour aller mener des... Vous voyez le décalage, c'est vraiment très très... Ça peut réouvrir peut-être aussi le débat sur le cumul des mandats. Voilà. Parce que jamais la différence entre un élu local et un élu national n'a été aussi importante. Et donc voilà. C'était censé renouveler le personnel politique, ça l'a pas du tout renouvelé. Ça l'a pas renouvelé dans le bon sens. Toujours maintenu de toute façon les anciens. Ça l'a renouvelé, mais ça l'a abaissé. Et puis l'information de cette matinée, c'est l'arrestation du prince Andrew en Grande-Bretagne, arrêté pour soupçon de faute dans l'exercice de ses fonctions officielles. Donc, en plus c'est le jour de son anniversaire. Ils sont allés le chercher à Sandringham, absolument, à cause de ses liens avec Jeffrey Epstein. Il a toujours nié avoir commis des agressions sexuelles, mais néanmoins, il aurait communiqué un certain nombre d'informations, donc il va être entendu par la police. Donc on n'en est qu'au début de cette affaire Epstein. C'est clair, c'est une affaire qui a des ramifications absolument partout, sur tous les continents. Avec des réponses différentes d'ailleurs selon les continents, puisque en Angleterre on en parle, en Europe on en parle, en France on en parle, aux États-Unis on en parle, en France on en parle. Un peu, si quand même. Je vous assure que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a une omerta. Et alors aux États-Unis, pas du tout, c'est ça. C'est voilà. Aux États-Unis, pas vraiment. Légas vient de nous rejoindre. Bonjour Perico. Les voies royales ne sont pas toujours impénétrables. Non, ça c'est sûr. Sujet. Oui. On va parler du grand retournement auquel nous assistons. Est-ce que le front républicain est inversé tout d'un coup comme la météo ? De façon étonnante, j'en parlerai avec l'excellent Arnaud Benedetti. La traque des pédophiles ne doit pas baisser la garde. Et Arnaud Galli qui l'a dit, c'est très bien, mais on le savait, il faut surtout pas... De 13 à 14 heures, je recevrai Virginie Martin, ancienne collègue de Benedetti. Les jeux de pouvoir, quand les politologues regardent les séries télé, et on voit aujourd'hui que les doctrines politiques, les dialectiques politiques sont inspirées par des séries américaines. Autrefois, c'était Saint-Simon, Zola, Victor Hugo. Et aujourd'hui, alors ça explique peut-être certaines choses dans notre société. Voilà. Et puis on dira un petit mot des joyeusetés, notamment quand Jacques Lang a fait une exposition pour la belle-fille. Pour la belle-fille de Monsieur Macron. L'Institut du monde arabe. Après sa troisième nomination. C'est très beau, j'ai vu les œuvres. Ça n'a rien d'oriental. C'est magnifique. Alors c'est un travail, j'ai regardé, c'est un travail qu'elle a fait avec des élèves issus de REP. Et donc c'était un travail, voilà. Tout à fait respectable. Oui, certainement. Moi, ce que je comprends, c'est comment la fille de Jack Lang dit qu'elle l'a rencontré une dizaine de fois.
Et la teneur des mails de ces petites filles lui demandant d'aller acheter des cigarettes, elle lui demandant de prêter sa maison. Elle ne le connaissait pas. Il y a des gens qui ne sont pas physionomistes, vous les voyez 10 fois. C'était quand dans le Covid, ils avaient des masques. Voilà, c'est ça. Un peu comme Manuel Et elle a oublié Bompard. l'héritage. 5 millions de dollars disparus. T'es pas au courant. C'est à l'insu de son plein gré. À tout de suite, Perico. Bonne émission. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée. Merci. Ça s'est passé dans les